L'effondrement du commerce de détail américain est bel et bien là, et il est brutal. Plus de 30 milliards de dollars de revenus s'évaporent, plus de 50 000 emplois disparaissent, et des enseignes autrefois emblématiques croulent aujourd'hui sous plus de 5 milliards de dettes. Les tarifs douaniers ont fait bondir le coût des importations de 25%, transformant une robe à 15 $ en un fardeau à 25, et un canapé à 5 cents $ en un luxe à 650. Les centres commerciaux se vident, la fréquentation a chuté de 20% en un an, et des magasins qui généraient autrefois des millions accumulent désormais des pertes colossales. Ce n'est plus un simple déclin, c'est un véritable effondrement. Voici 10 grandes enseignes américaines qui disparaissent sous nos yeux. Numéro 10, Macy's. Symbole de la gloire du commerce américain au début des années 2000, Macy's est aujourd'hui en pleine déroute. À l'époque, l'enseigne comptait plus de 800 magasins et engrangeait plus de 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2025, l'entreprise a annoncé la fermeture de 150 points de vente supplémentaires, ne laissant qu'entre 350 et 400 magasins encore ouverts dans tout le pays. Ces ventes plongent à 2 chiffres, la fréquentation de ces magasins s'effondre, et le passage massif des consommateurs vers le commerce en ligne accélère encore son déclin. Mais ce qui a vraiment précipité la chute de Macy's, ce sont les surcoûts liés à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'entreprise dépend massivement des importations. Plus de 70% de ses vêtements et articles de maison proviennent de pays comme la Chine, le Vietnam ou le Bangladesh. Avec des droits de douane allant de 10 à 25% sur les textiles, sacs et articles de consommation, les coûts ont explosé. Un jean acheté 15 $ en gros coûte désormais près de 20 $ après surtaxe. Multiplié par des millions d'unités, cela représente des centaines de millions de dollars en frais supplémentaires. Macy's a bien tenté d'augmenter ses prix, mais pour des ménages déjà étranglés par l'inflation et la hausse des crédits immobiliers, dépenser 70 $ pour un chemisier n'a plus de sens, surtout quand Shein propose un modèle similaire pour 12 $. La dette pèse aussi lourdement. L'enseigne traîne plusieurs milliards de dollars d'obligations à long terme, avec des taux d'intérêt proches de 7%. Rien que la masse salariale dépasse les 3 milliards par an, sans compter les factures énergétiques et les impôts fonciers faramineux de ces magasins phares, comme l'immense Herald Square à New York. Dans ces conditions, Macy's n'arrive plus à rivaliser avec des concurrents en ligne plus agiles. Les investisseurs craignent que l'histoire ne se répète et que l'entreprise ne suive le chemin de Sears, une lente agonie ponctuée de fermetures successives. Tarifs, inflation et dettes ont transformé Macy's en véritable bombe à retardement. Numéro 9, CVS. Autrefois l'une des chaînes de pharmacie et de commerce de détail les plus puissantes du pays, CVS se retire peu à peu du paysage. En 2015, le groupe exploitait près de 9700 magasins. 10 ans plus tard, plus de 900 ont déjà fermé, et des centaines d'autres devraient suivre d'ici 2026. Sur le papier, CVS affiche encore plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais sa branche retail, les magasins qui vendent de tout, des médicaments sans ordonnance aux cosmétiques s'effondrent. Les ventes en rayon chutent de près de 12% par an, les clients se tournant vers les commandes en ligne et les enseignes discount. Là encore, la guerre commerciale a aggravé la situation. Une grande partie des articles non pharmaceutiques, comme les décorations saisonnières ou les produits d'hygiène, est importée d'Asie. Avec des droits de douane de 15 à 25%, les coûts de plus de 40% de leur gamme de produits ont flambé. Un shampoing importé qui coûtait 2,50 $ en gros dépasse maintenant les 3 $, forçant CVS à augmenter ses prix. Pour une famille déjà contrainte de dépenser 500 $ par mois en médicaments, ces hausses deviennent insupportables. Beaucoup finissent par se tourner vers Walmart ou les magasins à 1 $. À cela s'ajoutent des coûts d'exploitation énormes. Chaque point de vente emploie entre 15 et 20 salariés, ce qui porte la masse salariale de l'ensemble du réseau à plus de 6 milliards de dollars par an. Les loyers, les assurances et l'énergie viennent rogner encore davantage les marges. Dans les grandes villes, le vol à l'étalage est devenu un fléau. Certains magasins perdent jusqu'à 200 000 $ par an rien qu'en produits volés. Face à ces pressions, CVS a choisi de fermer des centaines de boutiques déficitaires. Le groupe mise désormais sur les cliniques minutes, les assurances santé et les ordonnances numériques. Mais cela ne résout pas la crise de son modèle retail. CVS survivra peut-être comme assureur, mais ses pharmacies de quartier, elles, disparaissent à vue d'œil, victimes de l'inflation, des tarifs douaniers et de nouvelles habitudes de consommation. Numéro 8, Family Dollar. Considéré depuis des décennies comme un refuge pour les ménages modestes, Family Dollar vacille à son tour. L'enseigne exploitait plus de 8000 magasins à travers le pays, mais en 2025, elle a déjà annoncé la fermeture d'au moins 600 d'entre eux, et d'autres sont sur la sellette. Sa maison mère, Dollar Tree, génère encore plus de 30 milliards de revenus, mais Family Dollar est devenu son maillon faible. Les clients se plaignent de magasins mal entretenus, d'un manque de personnel et de prix en hausse qui sape l'image discount de la marque. Et là encore, la guerre commerciale joue un rôle décisif.
Près de 90% de ces produits, jouets bon marché, vêtements de base, articles ménagers viennent de Chine. Avec des taxes de 10 à 25%, les coûts explosent. Un balai payé 2 $ en gros atteint désormais 2,60. Multipliez cela par des millions d'articles et l'addition grimpe vite à plusieurs dizaines de millions par an. Family Dollar a tenté de répercuter la hausse sur ses clients. Mais quand le dentifrice passe de 1 à 1,50 $, les familles vivant avec moins de 35 000 $ par an s'en rendent immédiatement compte et désertent. Déjà que les marges étaient infimes, chaque magasin génère entre 1,3 et 1,5 million par an, entre les loyers, les salaires, 10 à 12 employés par magasin, l'énergie et les tarifs douaniers, les bénéfices fondent comme neige au soleil. Le vol en magasin aggrave la situation, avec des pertes atteignant 3 à 4% des ventes. Contrairement à Walmart, Family Dollar n'a pas la taille nécessaire pour encaisser de tels coûts. Dans de nombreuses petites villes, la marque a tout simplement fermé boutique, laissant derrière elle des vitrines vides et des cicatrices économiques. Pour les habitants, cela signifie non seulement des emplois perdus par dizaines de milliers, mais aussi la disparition du seul commerce de proximité. Ce qui fut un pilier pour l'Amérique des classes populaires n'est plus qu'une coquille vide, rongée par l'inflation, les tarifs douaniers et une gestion négligente. Family Dollar entraîne même dans sa chute la réputation de Dollar Tree. Numéro 7. Rite Aid. Rite Aid, la troisième plus grande chaîne de pharmacie du pays, s'effondre à vue d'œil. Au sommet de sa gloire, elle exploitait plus de 4800 magasins. Aujourd'hui, il en reste à peine 1800, et 500 fermetures supplémentaires sont déjà prévues pour 2025. L'entreprise a déposé le bilan fin 2024 sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, étouffé par une dette de plus de 3,5 milliards de $ et des coûts qui ne cessent d'augmenter. Son chiffre d'affaires, autrefois proche des 25 milliards, est tombé en dessous des 18 milliards. Pour les employés comme pour les investisseurs, c'est une véritable chute libre. La cause principale, un modèle dépassé. Contrairement à CVS ou Walgreens, Rite Aid n'a jamais diversifié ses activités vers l'assurance santé ou les cliniques. Elle est restée dépendante de la vente au détail et de marges pharmaceutiques déjà très faibles. Ajoutez à cela les droits de douane instaurés par Trump. Les rayons de l'enseigne débordaient de produits bon marché importés de Chine et du Vietnam, cosmétiques, cartes de vœux, articles de soins personnels. Les taxes de 20 à 25% sur ces biens ont ajouté des centaines de millions de coûts supplémentaires chaque année. Avec des marges limitées à 2 ou 3%, l'impact a été dévastateur. La dette n'a fait qu'aggraver la situation. Avec des taux d'intérêt proches de 7%, Rite Aid paie plus de 200 millions de $ d'intérêts par an. Sa masse salariale, pour 40 000 employés, dépasse les 2 milliards annuels. Or, certains de ces magasins les plus anciens, surtout en zone urbaine, ne rapportent même pas $1 million par an. Dans des villes comme Philadelphie ou San Francisco, les vols ont explosé, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires envolé, forçant la fermeture de quartiers entiers. Pendant ce temps, les consommateurs se tournent vers la concurrence. Walmart et Costco proposent des ordonnances moins chères, tandis qu'Amazon Pharmacy casse les prix en ligne. Quant aux ménages gagnant moins de 50 000 $ par an, ils n'ont tout simplement plus les moyens de supporter des hausses dues aux tarifs douaniers. Résultat, des déserts pharmaceutiques apparaissent, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Des communautés entières perdent l'accès à leurs médicaments. Ce qui fut autrefois une pharmacie de quartier familière est en train de disparaître, victime d'une dette écrasante, des tarifs douaniers et d'un marché impitoyable. Numéro 6. Bargain Hunt. Bargain Hunt avait pourtant réussi à se faire une place dans l'univers du discount, en se spécialisant dans les stocks excédentaires et les invendus proposés à des prix imbattables. Au meilleur de sa forme, la chaîne comptait entre 90 et 95 magasins dans le sud et le Midwest, attirant les familles modestes en quête de bonnes affaires. Mais en 2025, l'enseigne a déposé le bilan et annoncé la liquidation totale de ses points de vente. Résultat, des milliers d'emplois supprimés et des communautés privées d'un commerce de proximité supplémentaire. Ce déclin s'explique par un environnement commercial en pleine mutation, mais il a été amplifié par la guerre commerciale. Bargain Hunt dépendait largement des importations de lots en gros venus d'Asie. Avec des droits de douane de 15 à 25% sur l'électronique, les jouets et autres biens de consommation, ses coûts ont explosé. Un téléviseur acheté 150 $ en gros grimpait désormais à 190 $ avec taxes. Impossible dans ces conditions de maintenir les rabais spectaculaires qui faisaient l'identité de la marque. Là où un client trouvait autrefois un téléviseur de 3 cents $ pour 180, il voyait désormais un prix quasiment au niveau de Walmart. Et les charges fixes n'ont rien arrangé. Chaque magasin employait entre 20 et 25 salariés, portant la masse salariale à plus de 60 millions par an. Ajoutez des loyers et des frais logistiques en hausse, et les marges ont fondu.
En moyenne, un magasin générait entre 5 et 7 millions de revenus, mais entre vol en hausse, jusqu'à 3 à 4% des ventes perdues, et consommation en berne, la rentabilité a disparu. La concurrence a donné le coup de grâce. Dollar General, Walmart et même Amazon offraient les mêmes produits à grande échelle, avec des chaînes d'approvisionnement mieux optimisées et moins sensibles aux tarifs douaniers. Bargain Int n'avait ni la taille ni le poids pour négocier. La liquidation de 2025 a donc marqué la fin d'une enseigne qui promettait autrefois des « bons plans » à petit prix. Au lieu de cela, tarifs et inflation ont transformé la chasse au rabais en une impasse, laissant derrière elle des boutiques vides à la place de ces paradis du discount. Numéro 5. Biglow. Biglow, le détaillant basé dans l'Ohio, spécialisé dans les meubles, la décoration et les articles saisonniers, fait lui aussi partie des victimes de l'effondrement du commerce de détail américain. Avec près de 1400 magasins à travers le pays, la chaîne était bien implantée. Mais en 2025, elle a fini par se placer sous la protection du chapitre 11, après des années de vente en recul. Son chiffre d'affaires est passé de 6 milliards en 2022 à moins de 5 milliards en 2024, soit une chute de près de 20%. La valorisation boursière, autrefois supérieure à 2 milliards, ne vaut plus que quelques miettes. La faiblesse de Biglow réside dans sa dépendance aux importations. Plus de 70% de ses meubles et articles de maison proviennent de Chine et du Vietnam. Avec les droits de douane de 10 à 25% appliqués par Trump, ce sont des centaines de millions de coûts supplémentaires chaque année. Un canapé qui arrivait dans ses entrepôts pour $200 en gros passe désormais à 250. Forcément, les prix en magasin se sont envolés. Pour une famille qui gagne environ $55 000 par an, un canapé vendu $650 au lieu de 5 cents devient inaccessible. Les marges se sont effondrées. En moyenne, un magasin génère entre 4 et 6 millions de chiffres d'affaires annuels. Mais avec les loyers, les salaires de 15 000 employés, les factures d'énergie et les surcoûts liés aux tarifs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le rouge. En 2024, les pertes ont dépassé 100 millions de dollars. La concurrence a également étouffé Biglow. Walmart, Target et Amazon dominent désormais le marché du mobilier et de la déco à bas prix, avec des livraisons plus rapides et des prix plus attractifs. L'image discount de Biglow s'est évaporée, ses tarifs étant devenus comparables à ceux des enseignes classiques. Pour tenter de se relancer, la marque s'est tournée vers l'alimentaire et les produits essentiels. Mais ces magasins n'étaient pas conçus pour gérer des chaînes d'approvisionnement de produits périssables. Résultat, des rayons à moitié vides et des clients frustrés. En 2025, le dépôt de bilan a seulement confirmé ce que les consommateurs savaient déjà. Biglow avait perdu son identité et sa stabilité financière. Les tarifs douaniers n'ont fait qu'accélérer une chute qui semblait inévitable. Numéro 4. Walgreens. Walgreens, la deuxième plus grande chaîne de pharmacie des États-Unis, traverse aujourd'hui l'une des plus fortes contractions du commerce de détail de cette décennie. En 2020, l'enseigne comptait plus de 9200 magasins à travers le pays. Mais en 2025, elle a déjà annoncé la fermeture de 500 points de vente supplémentaires, avec un objectif à long terme de réduire son réseau d'environ 1200 magasins d'ici 2027. Le chiffre d'affaires, qui dépassait autrefois les 132 milliards de dollars par an, stagne désormais, tandis que le revenu opérationnel recule de plusieurs dizaines de pourcents. La guerre commerciale a frappé de plein fouet la branche retail de Walgreens. Certes, les prescriptions médicales restent au cœur de son activité, mais les ventes dites de devanture, cosmétiques, vitamines, encas, produits ménagers généraient des milliards de revenus. Or, les taxes de 15 à 25% sur les biens importés de Chine ont alourdi les coûts de 30 à 40% de ces rayons. Concrètement, un flacon de vitamines qui coûtait $5 en gros revient désormais à $6, ce qui pousse le prix en magasin entre 12 et 14 $. Pour une famille vivant avec $50 000 par an, Walgreens a perdu tout avantage face à Walmart ou aux magasins à prix discount. À cela s'ajoutent des frais de fonctionnement colossaux. Chaque magasin emploie en moyenne 20 à 25 personnes, et la masse salariale dépasse 7 milliards de dollars par an. Le loyer, les charges, mais aussi près de 300 millions de dollars de pertes dues au vol et au rétrécissement des stocks aggravent encore la situation. L'inflation a fini d'éroder le pouvoir d'achat des clients les plus modestes, faisant chuter la fréquentation de près de 10% sur un an. En parallèle, l'entreprise est plombée par des procès liés à la crise des opioïdes. Les règlements pourraient lui coûter plus de 5 milliards de dollars dans les prochaines années. Entre ces charges, les tarifs douaniers et la hausse des taux d'intérêt, la pression financière devient insupportable. Walgreens tente bien de se réinventer, en misant sur les cliniques de soins et la prescription numérique, mais son modèle historique, celui de la pharmacie de quartier, s'effondre peu à peu. Certains analystes murmurent déjà que Walgreens pourrait suivre le chemin de Rite Aid, faillite ou fusion forcée. Car avec des coûts qui explosent et des milliards envolés dans les procès, le déclin de Walgreens ressemble moins à un simple accident de parcours qu'à une lente implosion. Numéro 3. Claire's.
Clairesse, autrefois la boutique incontournable des adolescentes en quête de bijoux et d'accessoires, vient de retomber une nouvelle fois en faillite, moins de 10 ans après son premier dépôt de bilan. À son apogée, l'enseigne gérait plus de 2500 magasins dans le monde, dont 1100 aux États-Unis, et générait des milliards de ventes annuelles. Mais en 2025, Clairesse s'est placée sous la protection du chapitre 11, menaçant de fermer jusqu'à 1000 boutiques et mettant en péril des dizaines de milliers d'emplois. La chute de l'enseigne s'explique par plusieurs facteurs, mais les tarifs douaniers ont porté un coup particulièrement rude. Près de 90% de ses produits, bijoux fantaisie, pinces à cheveux, petits gadgets viennent de Chine et d'Asie du Sud-Est. Les droits de douane de 15 à 25% ont fait bondir les prix d'importation. Un lot de boucles d'oreilles qui coûtait 2 $ revient désormais entre 2,50 et 2,70 $. Quand on parle de millions de pièces chaque année, cela représente des dizaines de millions de dollars supplémentaires. Or, Clairesse fonctionnait sur des marges très fines, à peine 5 à 7%. Le choc a donc été désastreux. En parallèle, les habitudes des consommateurs ont changé. Les adolescentes qui disposent d'une petite allocation, ou les parents qui gagnent moins de 60 000 $ par an, préfèrent désormais acheter en ligne sur des plateformes comme Shein, Temu ou Amazon. Pourquoi dépenser 15 $ pour un collier chez Clairesse quand on en trouve un similaire à 3 $, avec livraison gratuite? La baisse de fréquentation des centres commerciaux, où la majorité des boutiques Clairesse sont situées, a encore aggravé la situation. Près de 20% de trafic en moins chaque année. Et la dette de l'entreprise, qui dépasse 1,3 milliard de $, ajoute une charge insoutenable, avec plus de 100 millions d'intérêts annuels. Entre les loyers, les salaires de 10 à 12 employés par magasin, et les pertes liées au vol qui atteignent 3% des ventes, l'équation devient impossible. En 2025, des fonds d'investissement envisagent de racheter une partie de la marque, mais pour la plupart des magasins, l'avenir est déjà écrit. Clairesse, qui fut un pilier des galeries marchandes, est désormais victime d'un monde où la dette, les tarifs douaniers et l'effondrement de la culture des malles l'ont poussé vers un déclin irréversible. Numéro 2, Forever 21. Forever 21, l'ex-empire de la mode rapide, s'écroule à son tour. Fondée en 1984, la marque avait connu une expansion fulgurante, atteignant plus de 800 magasins dans le monde et un chiffre d'affaires de près de 4,4 milliards de $ à son sommet. Mais en 2025, elle se retrouve de nouveau en faillite, pour la seconde fois en quelques années. Des centaines de magasins ont fermé et l'enseigne abandonne des baux très coûteux dans des centres commerciaux à travers le pays. Le modèle économique de Forever 21 reposait sur l'importation de vêtements bon marché. Or, les tarifs douaniers imposés par Trump ont complètement bouleversé ses coûts. Près de 70% de ses collections viennent de Chine et d'Asie du Sud-Est. Résultat, une robe qui coûtait 6 $ en gros est passée à 7,50 $. Répétée sur des dizaines de millions de pièces par an, cela représente entre 150 et 200 millions de dollars de dépenses supplémentaires. Contrairement aux marques de gamme, Forever 21 n'a pas la possibilité d'augmenter ses prix sans perdre ses clients, très sensibles au moindre dollar. Un t-shirt à 15 $ n'a plus aucun attrait quand Shein en propose un similaire à 8. Et comme la fréquentation des centres commerciaux s'effondre, 25% de visites en moins depuis la pandémie, le coût est doublement fatal. De plus, les magasins Forever 21 sont souvent immenses, certains atteignant 3000 m², ce qui entraîne des loyers et charges colossaux, en millions chaque année. La masse salariale, avec 30 à 50 employés par magasin, pèse plus de 500 millions de $ pour l'ensemble du réseau. À cela s'ajoutent des dettes abyssales, des milliards dus aux bailleurs et créanciers, dont les intérêts grimpent avec la hausse des taux d'emprunt. En 2025, le chiffre d'affaires est tombé sous les 2 milliards de $, soit une chute de 50% par rapport au pic. Au final, les tarifs douaniers ont rendu les vêtements bon marché beaucoup moins compétitifs, la dette a rendu l'exploitation intenable, et les consommateurs se sont massivement tournés vers le commerce en ligne. L'effondrement de Forever 21 illustre clairement que la fast fashion en galerie marchande ne peut plus survivre dans un monde dominé par le numérique et alourdi par les taxes. Numéro 1, Joann. Joann, la célèbre enseigne de tissus et de loisirs créatifs, est la dernière grande victime en date avec près de 850 magasins aux États-Unis. Autrefois pilier des passionnés de couture, de tricot et de bricolage, elle générait environ 2,5 milliards de $ de ventes annuelles. Mais en 2025, Joann a déposé le bilan pour la seconde fois en un peu plus d'un an. Elle a annoncé la fermeture de 500 points de vente et la liquidation du reste, faute de repreneurs. Sa chute est étroitement liée aux tarifs douaniers. Plus de 70% de ses tissus, laine et fournitures viennent de Chine, d'Inde et du Vietnam. Les taxes de 20 à 25% sur ces produits ont alourdi la facture de dizaines de millions par an. Un rouleau de tissu à 20 $ en gros coûte désormais 25 $, et un kit de loisirs qui se vendait 10 $ avoisine les 15. Pour les familles qui gagnent entre 50 000 et 70 000 $ par an, ces hausses ont suffi à réduire les achats jugés non essentiels.
Johan souffre aussi de magasins surdimensionnés. Beaucoup dépassent les 2000 m², avec des loyers et charges dépassant 500 000 $ par an. La masse salariale, avec 30 à 40 employés par boutique, dépasse 600 millions de dollars à l'échelle du groupe, un fardeau devenu insoutenable dès que les ventes ont chuté. Les ventes à surface comparable reculent de 15% par an, tandis que des plateformes comme Amazon ou Etsy captent la clientèle fidèle en proposant des alternatives moins chères et non touchées par les taxes. Enfin, la dette a achevé Johan. Plus d'1 milliard de dollars de passifs, impossible à refinancer avec des taux d'intérêt élevés. Même les pertes liées au vol, estimées entre 2 et 3% des ventes, sont venues alourdir l'hémorragie. La liquidation de Johan est hautement symbolique. Ce qui fut un lieu de créativité, de cours et d'échanges communautaires se transforme aujourd'hui en allée vide. Son effondrement montre à quel point les tarifs douaniers et l'inflation peuvent briser un détaillant spécialisé. Là où régnaient autrefois des rouleaux de tissus colorés et des décorations de fête, il ne reste plus que des magasins vides, victimes d'une guerre commerciale qui a fini par rendre la créativité inaccessible.